Bonjour les chasseurs, je vous propose un petit tour d'horizon du jeu Nightwatch Blood and Bone. C'est un jeu de figurines coopératif d'aventure et narratif de Patrick Todorov, dont voici la couverture en version originale et voici la traduction en français que l'on va parcourir ensemble. Les illustrations de cette VF ne sont pas celles de la version originale. Donc il s'agit d'un jeu de figurines où on va incarner 4 membres de la Nightwatch, un ordre de guerriers, chasseurs, sorciers et alchimistes qui traquent des créatures qui terrorisent l'humanité. Un jeu de dark fantasy, plutôt pour du 28 mm, avec des figurines que vous avez sous la main et un terrain de 90 cm sur 90 cm est recommandé, quelques dés. Et on va tout de suite rentrer un petit peu dans le système du jeu. Nous incarnons des chasseurs qui font partie d'une guilde. Il y a plusieurs guildes différentes et pour incarner et créer votre chasseur, vous en avez 4 à créer normalement. Vous pouvez en créer un petit peu moins, un petit peu plus, il faudra adapter. Vous avez 3 attributs, corps, intelligence et esprit, dans lesquels vous allez répartir un D6, un D8 ou un D10 à chacun des 3 attributs. Ensuite, vous choisirez votre guilde si vous voulez être plutôt un guerrier, un alchimiste ou un sorcier ou un éclaireur. Votre rang, vous commencerez en initié et ça va pouvoir augmenter au fur et à mesure de la campagne. Vous choisirez un pouvoir de chasseur, une arme, une armure, quelques objets que vous accrocherez à votre ceinture et ce sera terminé pour votre création de personnage. Donc des 3 attributs, corps, esprit et intelligence, vont découler d'autres caractéristiques, par exemple votre valeur de mouvement, combien d'équipements vous pouvez mettre à votre ceinture, le nombre de fois où vous pouvez utiliser vos pouvoirs, ça c'est par rapport à l'intelligence, vos charges disponibles dans votre grimoire, ça c'est pour lancer des sorts quand vous êtes un sorcier, etc. Vous choisissez votre guilde, donc guilde des lames, c'est plutôt les guerriers, vous pouvez être un guerrier ou un scélérat. Chaque sous-classe va vous apporter des bonus un peu différents. La guilde des traqueurs avec rôdeur et éclaireur, guilde des alchimistes avec sapeur et sage, et guilde des sorciers avec mage de combat ou chaman. Ensuite, selon votre guilde, vous avez un exploit. Au rang initié, au rang adepte, compagnon et maître, vous aurez un exploit qui sera associé. Donc là, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes par exemple de la guilde des lames et initié, vous avez un entraînement rigoureux et vous aurez par exemple ici une relance d'un dé d'attaque en mêlée. Je vous passe toutes les autres. Vous avez ensuite accès à des pouvoirs de chasseur. Là, vous avez le choix. Il en existe une petite liste. Vous pouvez décider d'être plus rapide ou d'avoir un cri de guerre, ou d'avoir plus de matériel sur vous pour personnaliser un petit peu vos chasseurs. Une arme, qui sont divisées en 4 catégories, les armes de mêlée à une main, les armes de tir à une main, et puis les armes de mêlée et de tir à 2 mains. On reverra ça un petit peu plus loin. Une armure, légère, moyenne ou lourde. Des objets que vous pouvez accrocher à votre ceinture, dont le nombre dépend de votre niveau de dés que vous avez mis en corps. Ici un exemple de fiche de personnage au final, hein, avec les attributs, quel mouvement vous avez, quelle armure, quelle arme. Ici votre pouvoir, votre exploit, ce que vous avez à la ceinture, et ça suffit. Donc ça fait une fiche de personnage plutôt lisible, sans trop de choses. Ici c'est celle d'un alchimiste où il y a un petit peu plus de choses puisqu'il y a la sacoche qui doit être remplie de potions et de grenades. Les règles d'engagement, ça c'est un petit peu la mécanique du jeu. Euh, donc un tour, c'est tous les chasseurs s'activent, ensuite les ennemis s'activeront, ainsi de suite pendant une limite jusqu'à la limite de 7 tours. Et la mécanique de dés, c'est un peu la même qu'à Exploit Zero ou à d'autres jeux de Todorov, hein. On a 3 niveaux de dés, D6, D8, D10, qui permettent de faire 3 actions avec l'un de ces 3 dés. Et puis chaque chasseur a aussi un mouvement gratuit à utiliser. Donc quand on veut faire une action, on choisit un de ces dés et on doit obtenir un 4 ou plus pour toutes les actions qu'on entreprend. Il y a parfois quelques modificateurs.
Donc là, bah, évidemment, quand vous avez utilisé votre D10, vous avez ensuite il vous reste plus de moins en moins de dés jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien faire. Votre tour est terminé. Le déplacement gratuit, vous avez un bonus de dés en fonction de la guilde dans laquelle vous êtes. Ça, c'est expliqué dans la création de personnage. Des réussites et des échecs critiques, hein. Si vous obtenez la plus haute valeur de votre dé, c'est une réussite critique. Si vous avez 2-1 quand vous lancez 2 dés parce que vous avez un bonus de dés, si vous faites 2-1, vous aurez un échec critique. Ici, une liste de toutes les actions disponibles, à part la mêlée et le tir. Ici, c'est une attaque un peu spéciale, le coup au but. Ici, c'est une attaque, une posture défensive, donc c'est pas une attaque, c'est plutôt une posture de défense pour pouvoir mieux encaisser et résister. Tout le monde a de la défense et de l'esquive, ça c'est pour encaisser les coups. On peut interagir avec des éléments de décor ou par rapport au scénario, se déplacer, se mettre en état d'alerte, recharger une arme, des armes à poudre ou des armes comme des arbalètes qui doivent être rechargées, des compétences spéciales, ça c'est lié au scénario aussi, lancer une grenade ou une arme et utiliser sur soi une potion par exemple ou quelque chose comme ça. Donc le mouvement c'est assez simple, je rentre pas dans les détails, on peut sauter, escalader, il y a des obstacles, des cachettes et des couverts. Les obstacles vous rendent plus difficile à toucher, les cachettes encore plus difficiles à toucher, et les couverts, la même chose, mais en plus ça augmente votre capacité de défense. Pour le combat, les choses sont assez simples aussi, on choisit un niveau de dé, on lance le dé pour obtenir un 4 ou plus. Vous aurez éventuellement des bonus si c'est votre spécialité de guilde. Si vous touchez, la cible fait un test de défense esquive à 4 ou plus avec son dé de défense. Si elle le rate, elle subit une blessure. Les ennemis ont tous un point de vie, sauf exception. Les chasseurs, eux, ont 4 points de vie. Au quatrième, ils sont hors de combat. Donc là, c'est d'autres petites règles pour la mêlée quand on est bloqué, pour se désengager s'il y a plusieurs adversaires. Les combats multiples, si on a une arme de tir en mêlée, on aura des malus. Pour le combat à distance et les tirs, c'est un petit peu la même chose. On choisit un dé, on essaye d'avoir un 4 ou plus. On peut lancer des grenades, pareil, on choisira un niveau de dé et un 4, on cherchera à avoir un 4 ou plus. Les chasseurs, à chaque fois qu'ils vont prendre une blessure, ils vont perdre leur dé, leur niveau de dé maximum. Donc à la première blessure, on perd son dé 10, et donc on perd aussi une action. À la deuxième blessure, on perd en plus son dé 8, donc il ne nous reste plus qu'une action et un mouvement gratuit. Quand on aura subi 3 blessures, on n'a plus d'action disponible à part le mouvement, et à la quatrième, on sera hors de combat. La règle ici, petite règle de terreur qui fait perdre des actions quand on rencontre des ennemis repoussants ou très laids, qui font peur. Un jet de morale quand on aura subi trop de pertes chez les chasseurs. Et puis ici, quelques règles optionnelles sur les sombres secrets, les marques surnaturelles pour les chasseurs qui seront tombés au combat et qui éventuellement continueront, des sortes de traumatismes qui peuvent être intéressants à rajouter. Ensuite, les parties sur les sombres rejetons, c'est la partie sur les ennemis. Ils sont classés en 4 catégories. Les vermines qui sont des niveaux D6, donc qui font tout avec leur D6. Les hordes qui ont du D8 qui font tout au D8, les terreurs qui sont au niveau D10 qui font tout au D10, et puis les atrocités qui sont un peu les boss, les créatures qu'on cherche à la créature la plus puissante qu'on cherche à combattre, celle qui a fait en sorte que le scénario vous mène sur la piste de meurtre ou de choses étranges. C'est l'atrocité qu'on cherche, c'est elle qu'on rencontre à la fin d'une campagne. Donc voilà, c'est ce que je disais ici. Donc les vermines, elles ont un mouvement gratuit, une action au D6. Les hordes, un mouvement gratuit, deux actions avec tout au D8. Donc les actions comme les défenses. Et les terreurs, un mouvement gratuit et trois actions avec des D10. On peut éventuellement intégrer des alphas qui sont donc de la même caste mais qui auront deux blessures, deux points de vie au lieu d'un. Le mouvement, il est comme les autres, rien de spécial. On a ici une liste de traits monstrueux qui permet de caractériser un peu vos ennemis.
de faire du squelette, du mort-vivant, du fantôme, de tout ce que vous voulez en fait. Donc vous pouvez les typer en choisissant dans la liste des ennemis plus résistants, plus rapides, frénétiques, des ennemis qui font peur, des ennemis particulièrement féroces ou qui ont des projections. Les vermines ont un trait, les hordes en auront deux dans cette liste et les terreurs en auront trois. Pour l'atrocité, elle en aura deux plus, euh, vu que c'est le boss, l'ennemi le plus mortel et le boss final de la campagne, il aura aussi accès à une liste de capacités qui est ici. Une arme maudite, il peut ressusciter les petits ennemis ou absorber une âme. Voilà, comme ça permet de typer aussi l'atrocité en fonction des figurines que vous avez et de votre scénario. Ici, c'est un petit peu l'IA des ennemis, elle est assez simple. Il cible en priorité ce qu'il voit ou ce qui est le plus proche. Ça, c'est assez simple. Et en cas de problème, essayez de voir ce qui est le plus gênant pour les chasseurs, quoi. Ici, deux exemples de listes de forces d'ennemis. Donc ici, c'est le clan Moroi de vampires, avec le seigneur vampire qui sera l'atrocité, avec ses caractéristiques. Ici, donc vous voyez que ça fait des listes de caractéristiques pour les ennemis qui sont assez simples, donc ça rend le jeu aussi fluide. Ici, les terreurs qui seront dans le clan Moroi, les esclaves et puis les vermines, donc qui seront sous la forme de chauves-souris. Ici, un autre exemple, ce sont les êtres innommables, hein, des choses un petit peu Lovecraftiennes, avec un demi-dieu interdimensionnel en atrocité, et puis des terreurs, des hordes et des vermines. La partie ravitaillement, c'est un petit peu tout ce qui est l'équipement, donc les armes, elles sont réparties en différentes catégories, avec chacune une capacité spéciale. Par exemple, l'arme de mêlée à une main, elle a la capacité moulinée, c'est à déclarer avant l'attaque. Voilà, ça oblige l'ennemi à reculer. Et donc elles ont toutes des particularités et parfois aussi des problèmes, par exemple rechargement ou voilà, des choses à prendre en compte. Dès qu'on a cette arme, on a toutes les capacités qui vont avec. Les armures, donc trois types d'armures. Légère qui aura juste un D4 en défense, hein, sachant qu'il faut obtenir un 4 ou plus, mais qui vont rajouter un pouce de mouvement. La moyenne qui donne en défense un D4 plus 1 et la lourde qui donne un D4 plus 2 mais qui donne une pénalité de moins 1 pouce en mouvement. On peut éventuellement aussi porter un bouclier. Les objets de ceinture, c'est tout ce qu'on peut porter sur soi comme petits équipements, dont la limite c'est votre niveau de corps, la moitié de votre niveau de dé en corps. Donc là il y a des potions, des objets communs, des parchemins. Voilà, la liste n'est pas énorme, mais il y a encore d'autres choses dont vous pouvez vous équiper un peu plus loin. On peut changer les objets, vous avez tous un sac pour mettre tout ce que vous allez trouver dont vous n'allez pas vous servir tout de suite. Ici la partie sur les alchimistes qui ont eux accès à des grenades très particulières, des grenades collantes, des fumigènes, des explosives et des potions aussi très particulières dont eux seuls ont la recette, potions d'invisibilité, de furie, de soin, etc. Pour les sorciers, ce qui est bien, c'est que les sorciers, ils connaissent tous les sorts. Donc il y a une liste de 10 sorts, 5 offensifs et 5 de soutien. Ils connaissent tout, vous pouvez lancer ce que vous voulez au moment où vous voulez, sachant que vous êtes juste limité en nombre de charges, c'est-à-dire que dans votre grimoire, vous avez un nombre de charges qui permet de lancer vos sorts, et il y a des sorts qui coûtent plus ou moins de charges, et même parfois des sorts qui ont une puissance de charge que vous pouvez choisir entre 1 et 3. Par exemple ici, un soin de puissance 1, ça va soigner une blessure, soin de puissance 3, ça va soigner 3 blessures. Donc ça c'est toute la liste des sorts, 5 de soutien, et puis 5 sorts offensifs. Ici une petite liste de talismans, des petites amulettes, des pendentifs qui contiennent un petit pouvoir, une étincelle de pouvoir magique que vous pouvez aussi récupérer tout au long des missions dans Nightwatch. Ici c'est la particularité de Nightwatch, c'est les scènes narratives
C'est-à-dire que avant chaque scénario sur table, il y a un petit passage en format jeu de rôle, ou entre chaque scénario si vous faites une campagne. Donc le mode narratif, c'est un peu comme un jeu de rôle, soit vous avez un maître du jeu, soit vous le faites entre vous. Vous allez en fait mettre en place le décor, la situation, et puis des obstacles et des conséquences qui iront en fonction de la réussite ou de l'échec face à ces obstacles. Donc on imagine une scène narrative, le lieu, les objectifs, est-ce que les défis sont résolus ou pas. Et ensuite les conséquences sont par rapport à la réussite ou non de ces objectifs. Ici une petite liste pour imaginer des lieux, des objectifs, des obstacles. Petit tableau aléatoire. Sinon vous les imaginez vous-même. Et ensuite vous résolvez vos tests soit en individuel si c'est un chasseur qui résout le défi, soit pour tout le groupe. Et en fonction de votre niveau de réussite, vous allez pouvoir avoir des conséquences sur le déploiement des chasseurs. Si vous avez bien résolu ce défi, vous allez pouvoir avoir un avantage au déploiement, ou au contraire, si vous avez perdu ce défi, avoir un malus au déploiement. Ou alors ça peut concerner la disposition des ennemis. Soit vous allez avoir un bonus par rapport à leur disposition, soit vous allez avoir plus d'ennemis qui vont apparaître. Euh, voilà, sinon vous pouvez aussi avoir des alliés et des aides, ou l'inverse, une baisse de morale si vous n'avez pas réussi ce défi. Alors quelques règles optionnelles pour les scènes narratives, donc je vais un petit peu passer. Ici un exemple parce que c'est un petit peu particulier. L'engagement tactique, c'est tout ce qui concerne le jeu avec les figurines sur le terrain, le jeu de figurines. Comment on place le terrain, où est-ce qu'on met les portails. Donc les portails sont les lieux d'apparition des ennemis, ce sont les quatre coins du terrain. Les points d'intérêt, qui sont des lieux spécifiques sur le terrain, hein, qu'on dispose en fonction de la mission et qu'on doit aller inspecter, fouiller. Et puis plus on va avancer dans les fouilles de points d'intérêt, les premiers seront, il y aura plutôt de l'argent à récupérer, et puis plus on va arriver dans les derniers points qui seront peut-être plus compliqués à aller fouiller, mais par contre c'est là qu'on ramassera du butin plus intéressant, des talismans, des runes pour les armes ou les armures, etc. Donc le tour de jeu, c'est les chasseurs, tous les chasseurs, ensuite les ennemis, les chasseurs pendant cette tour, voir les conditions de victoire à la fin du 7e tour ou avant. Le déploiement, c'est souvent au bord de table ou dans un coin. Les ennemis, voilà le tableau, ils apparaissent au premier tour sur deux portails aléatoires. Donc on lance un des 4 et il y a une figurine par portail. Ça fait 2 figurines par tour. Même chose au tour 2. Au tour 3, il y aura plus d'ennemis. Au tour 4, il y aura même un alpha, donc un ennemi plus puissant avec plus de points de vie qui arrivera. Et à partir du tour 5, il y aura des ennemis avec d'un niveau supérieur. S'ils étaient de niveau D6, ils arrivent à partir du tour 5 à un niveau D8. S'ils étaient D8, ils arrivent en D10. Et ici, c'est un tableau pour quand on joue une campagne, partie 1, de la partie 1 à la 7e où on rencontre l'atrocité. Et ici, le niveau des ennemis qu'on rencontre en fonction de de la partie qu'on est en train de jouer. Donc plus ça va et plus les ennemis sont puissants et l'atrocité apparaîtra à la partie 7. Ici, des types de missions, c'est assez classique. Ici, un petit tableau d'ambiance pour éventuellement rajouter un petit peu de piment à vos parties. Les longues chasses, ce sont le système de campagne, donc quelques éléments, quelle atrocité on poursuit, quel butin on va pouvoir trouver, les points d'intrigue, c'est les points qui vont pouvoir faire évoluer le scénario. L'expérience, elle est gagnée automatiquement à la fin de chaque scénario et toutes les deux missions, on gagne un rang, passe d'initié à adepte, etc. Donc ça, c'est automatique, les confrontations, et ici la foire, c'est un petit peu le marché auquel on a accès, donc tous les objets communs avec leur prix en pièces d'argent, des produits plus ésotériques, hein, des talismans, des runes qu'on peut graver sur des armes ou sur des armures, des mercenaires qu'on peut recruter ou des animaux familiers.
améliorer la sacoche de l'alchimiste pour qu'il porte plus de grenades et de potions, ou améliorer le grimoire du sorcier pour qu'il puisse lancer plus de sorts. Le jeu en campagne, quelques règles pour le jeu, donc euh, tout se recharge entre chaque scénario, voilà. Euh, on peut créer des choses à partir de ce qu'on a trouvé sur le terrain. On a une planque où les chasseurs peuvent mettre tout le butin qui a été trouvé et qui n'est pas vraiment utilisé, donc on peut changer entre chaque scénario. Et puis ici une liste d'artefacts euh, disparus, une liste d'artefacts mythiques, rares et puissants, mais aussi capricieux qui ont parfois un contre-coup. Donc il y a toute une liste là de talismans que vous pouvez intégrer dans vos campagnes et sur lesquels tomberont peut-être les chasseurs. Ici, le gouffre de Dubrocas, c'est un exemple de scénario one-shot. Il n'y a pas de campagne dans le livre de règles, juste un scénario, avec toute une mise en place de la partie narrative au départ, euh, dans quelle région on arrive, quelle est la situation. On arrive sur un pont où il y a une bande de marchands et de gardes qui se disputent un peu pour le passage du pont. Situation à régler, comment vont le faire les joueurs, est-ce que ça va réussir ou non, quelles vont être les conséquences pour la partie qui arrive juste après, qui est la route dans la forêt où une bande de loups va attaquer les chasseurs. Il va y avoir plusieurs points d'intérêt à fouiller parce que c'est là qu'il y a eu des meurtres mystérieux, donc il faut enquêter et on va effectivement se rendre compte qu'il y a eu une activité maléfique dans la région. Il va falloir qu'on aille voir d'où ça vient. Voici le plan qui est proposé avec les quatre coins en zone d'entrée, le chemin au milieu un petit peu des bois, et puis les points d'interrogation sont les points d'intérêt à fouiller. Caractéristiques pour les loups, avec un alpha, du butin supplémentaire qu'on pourrait trouver sur le cadavre de l'alpha s'il est tué, et puis les répercussions éventuelles pour une suite qui pourrait devenir une campagne. Voilà les quelques mots de l'auteur à la fin du dernier chapitre de ce livre de règles, qui explique que l'idée c'est de mêler le jeu de rôle et le jeu de figurines en essayant évidemment d'avoir aussi des règles simples pour qui laissent place au jeu autant dans les parties narratives que dans la partie figurine. Voilà, c'est sa petite participation à essayer de se rapprocher un petit peu plus de ce Graal, comme il l'appelle, du mix entre jeu de rôle et jeu de figurines. Des tableaux récapitulatifs. Je vous montre ensuite la campagne qui est sortie, une campagne narrative entière pour Blood and Bone, en 7 chapitres. Grave of the Sun, qui se passe, comme vous pouvez le voir, dans le désert, avec des cultes d'assassins, des momies, des esprits sortis des lampes qu'on frotte, des génies, etc. Voilà, c'est l'ambiance de cette campagne. Mais l'intérêt de ce jeu, c'est aussi de pouvoir s'adapter aux figurines que vous avez chez vous et voilà, de faire avec ce qu'on a sous la main. Euh, il n'y a pas de figurines spécifiques à ce jeu. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation du jeu Nightwatch, un jeu de chasse aux monstres par Patrick Todorov. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir d'un petit peu plus près ce jeu. Allez, au revoir, à bientôt.